Braves gens, Bonsoir et bienvenue dans Horrifiques Histoires. et ce soir, dans Horrifiques Histoires, la fin de l'arc du rêve de Lovecraft. La fin de la nouvelle à la recherche de Kadat et la fin de ce recueil Démons et merveilles. Vers midi, les vampires et les maigres bêtes de la nuit préparent leur envol. Chaque vampire choisissant pour le transporter un couple de montures cornues. Carter prit place en tête de colonne, à côté de Pickman. Une double file de maigres bêtes de la nuit, sans cavaliers, servait d'avant-garde. Sur un cri de Pickman, toute cette inquiétante armée s'éleva au-dessus des colonnes brisées et des sphinx en ruine de l'originel sarcomande, en un nuage de cauchemar. S'éleva de plus en plus haut, jusqu'à dépasser même la grande falaise de basalte qui se dressait derrière la ville. Et bientôt, le pays plat, stérile et froid des environs de Leng s'étendit à perte de vue. La sombre armée monta encore plus haut jusqu'à ce que ce pays plat devint lui-même tout petit au-dessous d'elle. En se dirigeant vers le nord par-dessus ce plateau d'horreur balayé par le vent, Carter revit en frissonnant le cercle de grossiers monolithes et de bâtiments trapus et sans fenêtres qui, il le savait, abritaient cet effrayant blasphème masqué de soie, des pattes duquel il avait eu tant de peine à s'échapper. Cette fois, on ne descendit pas quand l'armée, minuscule chauve-souris dans les hauteurs du ciel, survola le paysage stérile où s'allumaient les faibles feux des ignobles villages de pierre. On ne s'arrêta pas non plus pour regarder les contorsions morbides de ces créatures presque humaines, nanties de cornes et de sabots qui soufflent dans leurs instruments et dansent éternellement. Ils aperçurent une fois un oiseau chantac qui volait bas au-dessus de la plaine. Mais quand il les vit, il poussa un cri affreux et s'envola vers le nord dans un grotesque mouvement de panique. Ils atteignirent à la brume les pics gris et déchiquetés qui forment la frontière d'Inquanok et planèrent au-dessus des étranges cavernes qui, Carter se le rappelait, avaient tellement effrayé les Chantak. Aux cris insistants des chefs des vampires sortirent de chacun de ces terriers des troupeaux de noirs oiseaux cornus avec lesquels conférèrent, au moyen de gestes inquiétants, les vampires et les maigres bêtes de la nuit. Il fut bientôt évident que la meilleure route serait celle qui passe à travers le désert glacé qui s'étend au nord d'Inquanok, car les dernières marches nordiques de Leng sont pleines de pièges invisibles, excitant même la répugnance des maigres bêtes de la nuit. Certaines blanches constructions hémisphériques bâties sur de curieux monticules y répandent d'autre part d'insondables influences qu'une vieille sagesse folklorique associe de façon déplaisante avec les autres dieux et Nyarlathotep, leur chaos rampant.
Les habitants des Pics ne savaient à peu près rien de Kadath, si ce n'est que devait se dresser vers le nord une grande merveille que gardent les Chantak et les montagnes sculptées. Ils firent allusion au bruit qui courait au sujet des anormales proportions de ces distances sans limite qui s'étendent là-bas, et rappelèrent les vagues rumeurs qui rapportent l'existence d'un royaume où la nuit règne éternellement, mais ils ne pouvaient donner aucune précision. Carter et son armée les remercièrent courtoisement, et franchissant les hauts sommets granitiques qui s'élèvent aux frontières d'Inquanok, ils descendirent au-dessous des phosphorescents nuages de la nuit et aperçurent dans le lointain ces terribles gargouilles accroupies qui furent des montagnes, avant qu'une main titanesque ne sculptât l'épouvante dans leur roc vierge. Elles étaient accroupies là, en un demi-cercle infernal, leurs jambes reposant sur le sable du désert et leurs mitres perçant les lumineux nuages. Sinistres, ressemblant à des loups, leurs doubles têtes avaient des visages chargés de fureur, tandis que leurs mains droites se levaient méchamment vers l'univers des hommes. Elles surveillaient les frontières de ce monde nordique et glacé, qui n'est pas un monde humain. De leurs girons s'élancèrent, lourds comme des éléphants, les Chantak diaboliques. Mais ils s'enfuirent, tout en poussant des ricanements insensés, dès qu'ils aperçurent dans le ciel brumeux l'avant-garde des maigres bêtes de la nuit. L'armée, survolant les montagnes gargouilles, continua vers le nord par-dessus des lieux et des lieux de désert obscur où jamais ne se dressait une borne. Les nuages devinrent de moins en moins lumineux, et à la longue, Carter fut plongé dans une obscurité complète. Mais les coursiers ailés avançaient sans faillir, car ils étaient nés dans les abîmes les plus ténébreux de la terre et semblaient voir non seulement avec leurs yeux, mais avec toute la surface humide de leur corps glissant. Ils volaient toujours plus avant, par-delà les vents chargés d'odeurs incertaines et les bruits suspects, toujours plus avant dans l'obscurité de plus en plus épaisse, couvrant de si prodigieuses distances que Carter se demandait s'il se trouvait encore à l'intérieur du monde terrestre du rêve. Soudain, les nuages s'éclaircirent, et spectrales, les étoiles rayonnèrent. Tout en bas était encore sombre. Mais les blêmes signaux du ciel semblaient animés d'une signification que jamais ailleurs ils n'avaient possédée. Ce n'était pas que la disposition des constellations fût différente, mais ces positions familières révélaient maintenant une signification qu'autrefois elles n'avaient pas réussi à rendre claire. Tout convergeait vers le nord. Chaque courbe et chaque astérisme du ciel étincelant devenait une partie d'un immense dessin qui avait pour fonction d'obliger l'œil, puis l'observateur lui-même, à se diriger vers quelque terrible but secret de convergence qui se trouvait au-delà de l'immensité glacée étendue sans fin devant eux. Carter se tourna vers l'est pour voir si demeurait visible l'énorme barrière de pics montagneux qui avait hanté tout son voyage à travers le pays d'Inquanok. Et il aperçut contre les étoiles une silhouette décharnée qui témoignait encore de la présence de ces montagnes. Elle paraissait maintenant beaucoup plus déchiquetée, trouée de crevasses béantes et surmontée de pics fantastiquement erratiques. Carter étudia attentivement les courbes et les inclinaisons suggestives de leurs grotesques silhouettes, et celles-ci lui semblèrent partager avec les étoiles le mystérieux magnétisme qui les orientait vers le nord. L'armée volait à folle vitesse. Aussi Carter dut-il faire un violent effort d'attention pour saisir les détails.
il distingua tout à coup, juste au-dessus de la ligne des sommets les plus élevés, un objet noir qui se mouvait contre les étoiles et dont la course était exactement parallèle à celle de sa bizarre armée. Les vampires avaient eux aussi aperçu cet objet, car il les entendit en parler. Un moment, il imagina qu'il s'agissait d'un chantac gigantesque, d'une taille infiniment supérieure à celle de la moyenne de l'espèce. Il vit bientôt, cependant, que cette pensée n'était pas juste. La forme de la bête en question, se détachant au-dessus des montagnes, s'avérait n'être pas celle de l'un de ces oiseaux à tête de cheval. Et voici où l'on s'était arrêté la semaine dernière. Sa silhouette, vue contre les étoiles de façon forcément assez vague, ressemblait à quelque énorme tête coiffée d'une mitre, ou plutôt à une paire de têtes infiniment amplifiées. Quant à son vol sautillant et rapide à travers les airs, on aurait dit qu'il se faisait sans l'aide d'aucune aile. Carter n'aurait su dire de quel côté de la montagne se trouvait cette bête. Mais il constata bientôt qu'au-dessous de ce qu'il en avait jusqu'alors aperçu, elle avait d'autres membres qui dissimulaient les étoiles lorsqu'elle passait devant les cols qui crevaient profondément la montagne. Vint alors, dans la chaîne des pics, une large brèche à travers laquelle les marches de l'horrible Leng rejoignaient l'immensité glacée. Les étoiles y brillaient d'une clarté blême. Carter observa attentivement cette trouée, sachant qu'elle lui permettrait de voir en silhouette contre le ciel l'ensemble du corps de cet animal dont il avait aperçu au-dessus des pics le vol ondulant. L'objet s'était maintenant quelque peu avancé, et tous les yeux de l'armée étaient fixés sur l'immense Val où allait apparaître, à contre-ciel, toute l'énorme silhouette. Lentement, la gigantesque bête, visible au-dessus des pics, s'approcha de la trouée en ralentissant son allure, comme si elle avait conscience d'avoir distancé l'armée des vampires. Pendant une minute, l'attente et l'angoisse s'intensifièrent. Puis vint le bref instant où toute la silhouette se dessina, révélant sa taille qui fit naître sur les lèvres des vampires une moue de crainte respectueuse, en même temps qu'un cri d'effroi à demi étouffé, et dans l'âme du voyageur, un frisson que jamais encore il n'avait vraiment ressenti. La colossale forme qui se ballottait par-dessus la crête des pics n'était qu'une tête, une double tête mitrée, au-dessous de laquelle avançait par bonds sur le désert glacé, le corps énorme et effrayant qui la portait. Ce monstre, aussi grand qu'une montagne, marchait furtivement et silencieusement. Cette bête, vaguement semblable à une hyène qui aurait été la parente d'un gigantesque anthropoïde, trottait obscurément à contre-ciel, dressant sa répugnante paire de têtes aux coiffes coniques à mi-hauteur du zénith. Carter, parce qu'il était un vieux rêveur, ne perdit pas conscience. Il ne hurla pas non plus,
Mais il regarda derrière lui avec horreur et frémit lorsqu'il s'aperçut que d'autres têtes monstrueuses se découpaient au-dessus du niveau des pics montagneux, bondissant furtivement à la suite de la première. Au sud, pleinement visible, à contre-ciel, sur les étoiles, 3 formes aussi puissantes que des montagnes marchaient comme des loups, leurs hautes mitres s'inclinant dans les airs à 1 millier de pieds. Les montagnes sculptées, leurs mains droites levées, n'étaient pas demeurées accroupies en demi-cercle au nord d'Inquanok. Elles avaient une mission à remplir et ne la négligeaient pas. Mais il était horrible qu'elles ne parlassent jamais et que jamais elles ne fissent de bruit en marchant. Sur ces entrefaites, le vampire Pickman donna un ordre aux maigres bêtes de la nuit. Et l'armée tout entière s'éleva plus haut dans les airs. La grotesque colonne monta vers les étoiles, jusqu'à ce que plus rien à l'horizon ne se dressât contre le ciel. Ni la grise barrière granitique, ni les montagnes sculptées et coiffées de mitres qui s'avançaient. Tout n'était que ténèbres au-dessous de la légion qui filait vers le nord parmi les vents violents et les rires invisibles éclatés dans les terres. Jamais un Shantak, ni une entité encore moins catalogable, ne s'éleva des espaces hantés pour les poursuivre. Plus ils avançaient, plus augmentait la vitesse de leur vol, en sorte que bientôt leur allure vertigineuse sembla dépasser celle d'une balle de fusil et approcher de celle d'une planète dans son orbite. Carter se demandait comment, vu leur vitesse, la Terre pouvait encore s'étendre au-dessous d'eux. Mais il savait que dans le monde du rêve, les dimensions ont d'étranges propriétés. Qu'ils se trouvassent dans le royaume de la nuit éternelle, il en était certain. Et il imagina que les constellations avaient secrètement accentué vers le nord leur convergence, se rassemblant ainsi pour jeter l'armée volante dans le vide du pôle boréal, de même qu'on rassemble les plis d'un sac pour y enfermer jusqu'au dernier morceau de marchandises. Il remarqua avec terreur que les ailes des maigres bêtes de la nuit ne battaient absolument plus. Les montures cornues et sans visage avaient rassemblé leurs appendices membraneux et s'abandonnaient tout à fait passivement au chaos de ce vent qui tourbillonnait et semblait rire tout bas en les emportant. Une force qui ne venait pas de la terre avait saisi l'armée, et vampires et maigres bêtes de la nuit étaient sans pouvoir devant cette force qui les poussait aveuglément et sans répit vers ce nord d'où jamais aucun mortel n'était revenu. À la fin, apparut à l'horizon une lumière blême et solitaire qui s'élevait au fur et à mesure qu'ils en approchaient, et qui avait, au-dessous d'elle, une masse noire qui effaçait les étoiles. Carter comprit que ce devait être une sorte de phare allumé sur une montagne, car seule une montagne pouvait s'élever dans les airs à une aussi prodigieuse hauteur. Toujours plus haut s'élevait la lumière et les ténèbres qui la portaient. Et la moitié du ciel nordique était obscurcie par la masse conique et déchiquetée.
Malgré que l'armée volât à très haute altitude, la lumière blême et sinistre de ce phare brillait au-dessus d'elle, dépassant monstrueusement tous les pics les plus élevés de la Terre et plongeant dans l'éther sans atomes où gravite la lune noire et les sombres planètes. Cette montagne qui se dessinait devant eux n'était pas connue des hommes. Les plus hauts nuages, très loin au-dessous, n'étaient qu'une vague frange flottant au ras des premiers contreforts. L'air étourdissant qui règne sur les plus hauts sommets de la Terre se serait à peine tenu à mi-hauteur de cette montagne. Ce pont, jeté entre la terre et le ciel, s'élevait dédaigneux et spectral, noir dans la nuit éternelle et couronné d'un diadème d'étoiles inconnues dont les contours imposants et significatifs devenaient à chaque instant plus clairs. Les vampires hurlèrent d'émerveillement en les apercevant, et Carter frémit de peur à la pensée que toute l'armée allait être réduite en miettes contre le dur onyx de cette montagne cyclopéenne. Toujours plus haut s'élevait la lumière, et se mêlant aux orbes du zénith, elle clignotait avec une lugubre ironie vers les troupes en vol. Le nord tout entier n'était maintenant au-dessous d'elle que ténèbres épouvantables. Ténèbres pleines de rocs, ténèbres montant d'infinie profondeur jusqu'à d'infinie hauteur. Au sommet de toute cette vision, il n'y avait que ce pâle phare clignotant et inaccessible. Carter en étudia la lumière plus attentivement et discerna à la fin quelles étaient les lignes que dessinait, à contre-ciel sur les étoiles, son arrière-plan d'un noir d'encre. Il y avait des tours sur ce titanesque sommet, d'horribles tours couvertes de dômes et comptant d'innombrables étages. Elles étaient groupées selon une architecture dont l'habileté dépassait tout ce que les hommes peuvent concevoir, même au monde du rêve. Bâtiments et terrasses pleins à la fois de merveilleux et de menaces. Minuscules et noirs, se détachaient au loin contre le diadème stellaire qui brillait avec malveillance à l'extrême limite de la vue. Couronnant cette montagne démesurée, il y avait un château dépassant toute imagination mortelle. Et à l'intérieur de ce château luisait la lumière du démon. Randolph Carter comprit alors que sa quête était terminée et qu'il apercevait au-dessus de lui le but de tous les voyages interdits et de toutes les visions audacieuses. Le siège incroyable et fabuleux des grands anciens au-dessus de Kadat, la cité inconnue. En même temps qu'il comprenait cela,
Carter remarqua un changement dans la direction du courant, suivi par l'armée irrémédiablement prisonnière du vent. Maintenant, elle montait abruptement dans les airs, et il était évident que le point de convergence de cet envol était le château d'Onyx où brillait la blême lumière. La grande montagne noire était si proche qu'ils en frôlaient les flancs à une vitesse vertigineuse. Mais sur ceux-ci, ils ne purent, dans l'obscurité, rien distinguer. Les tours ténébreuses du château de nuit se dessinaient de plus en plus vastes au-dessus d'eux, et Carter put constater que son immensité touchait presque au blasphème. D'innombrables travailleurs pouvaient fort bien avoir extrait des blocs de ces maçonneries de l'horrible gouffre ouvert dans le roc de la montagne au nord d'Inquanok. Et telle était leur taille qu'un homme à côté d'eux avait l'air d'être au pied de l'une des plus hautes forteresses terrestres. Le diadème d'étoiles inconnues brillait au-dessus des myriades de tourelles et de dômes d'une lumière blafarde et morbide qui faisait planer une sorte de crépuscule sur les murailles d'onyx poli. La pâle lueur du phare se révélait maintenant n'être qu'une fenêtre brillante allumée vers le sommet de l'une des plus hautes tours. Lorsque l'armée, prisonnière du courant qui la portait, approcha du sommet de la montagne, Carter pensa qu'il avait discerné de déplaisantes ombres en train de traverser lentement l'espace faiblement éclairé. La fenêtre était étrangement voûtée et sa forme n'avait absolument rien de terrestre. Le roc massif avait à présent cédé la place aux gigantesques fondations du château monstrueux, et il semblait que la vitesse de l'armée se fût quelque peu ralentie. Des hauts murs jaillirent, et en un clin d'œil, l'armée se vit précipitée sous la voûte d'une grande porte. Tout était nuit dans la titanesque cour d'entrée. Puis vinrent les ténèbres profondes des couloirs intérieurs qui aspirèrent la colonne par un énorme portail voûté. Des tourbillons de vent froid, chargés d'humidité, emplissaient les obscurs labyrinthes d'Onyx. Et Carter, jamais, ne put deviner quels corridors et quels escaliers cyclopéens s'ouvraient silencieux sur le chemin de leur vol sans fin, tourbillonnant. Toujours plus haut, les jetaient leurs terribles plongeons ténébreux. Et jamais, ni son contact. Et jamais, ni son, ni contact, ni vision ne déchirèrent le voile dense du mystère.
quoique nombreuse. L'armée des vampires et des maigres bêtes de la nuit se perdait dans les volumes prodigieux de ce château supraterrestre. Quand, à la fin, brusquement, blanchit autour de lui la lumière blafarde venue de cette tour dont la haute fenêtre avait servi de phare, Carter fut long à deviner le plafond et les murs élevés et lointains, et à comprendre qu'en vérité, il n'était pas encore revenu à l'air libre. Randolph Carter avait espéré faire avec fierté et dignité son entrée dans la salle du trône des grands anciens. Il avait espéré faire son entrée solennellement, escorté d'impressionnantes rangées de vampires, et adresser ses prières en seigneur du monde des rêves. Il savait que l'on peut traiter avec les grands anciens eux-mêmes, car leur pouvoir ne s'élève pas au-dessus du monde des mortels. Et il avait espéré que les autres dieux et Nyarlathotep, leur chaos rampant, n'interviendraient pas au moment crucial, comme tant de fois auparavant, quand des hommes avaient tenté d'atteindre les dieux de la terre dans leur demeure ou sur leur montagne. Il avait même, avec son hideuse escorte, espéré, si besoin était, pouvoir défier les autres dieux, sachant que les vampires n'ont pas de maître et que les maigres bêtes de la nuit n'ont pas pour seigneur Nyarlathotep, mais l'immémorial Nodens. Il avait maintenant la certitude que l'extraordinaire Kadat, au sein de son immensité glacée, est gardé par de sombres merveilles et d'innombrables sentinelles, et que les autres dieux surveillent attentivement les débonnaires dieux de la terre. Bien que n'ayant aucune autorité sur les vampires et les maigres bêtes de la nuit, les horreurs sans forme et sans esprit de l'espace extérieur ont cependant prise sur eux quand il le faut. Aussi, ce ne fut pas en grand seigneur du monde des rêves que Randolph Carter, accompagné de ses vampires, fit son entrée dans la salle du trône des grands anciens. Balayé pêle-mêle par une tempête de cauchemars soufflant des étoiles, prisonnière des horreurs invisibles qui peuplent la vastitude nordique, toute cette armée vola, irrémédiablement captive dans la lumière blafarde, et tomba engourdie sur le parquet d'onyx, lorsqu'un ordre inaudible fit cesser ce vent de frayeur. Ce ne fut pas devant une estrade dorée qu'arriva Randolph Carter. Et il n'y eut aucun cercle solennel d'être couronné d'un halo, d'être aux yeux bridés, aux oreilles, aux lobes allongés, au nez mince et au menton pointu, que leur parenté avec la face sculptée sur le Ngranek aurait pu désigner comme étant ceux auxquels doit s'adresser la prière d'un rêveur. Excepté la fenêtre au sommet de la tour, le château d'Onyx qui dominait Kadat était sombre, et ses maîtres en étaient absents. Carter avait atteint dans l'immensité froide Kadat, la cité inconnue, mais il n'y avait pas trouvé les dieux
Pourtant, au sommet de la tour, la lumière blafarde luisait encore dans cette pièce dont les dimensions n'étaient que bien peu inférieures à celles des autres volumes, et la vastitude rendait presque invisibles les murs et le plafond aux courbes tortueuses. Effectivement, les dieux de la terre étaient absents, mais il y avait certainement d'autres présences plus mystérieuses et moins apparentes. Là où les dieux débonnaires sont absents, les autres dieux ne manquent pas d'être représentés. Et sans aucun doute, le divin château d'Onyx était loin d'être inhabité. Là où les dieux débonnaires sont absents, les autres dieux ne manquent pas d'être représentés. Et sans aucun doute, le divin château d'Onyx était loin d'être inhabité. Carter ne pouvait vraiment pas imaginer sous quelle forme, sous quel visage saisissant allait maintenant se manifester la terreur. Il comprenait qu'on avait attendu sa visite et se demandait quelle avait été la rigueur de la surveillance exercée sur lui par Nyarlathotep, le chaos rampant. C'est Nyarlathotep, horreur des formes infinies, âme damnée et messager des autres dieux que servent les visqueuses bêtes lunaires. Carter se souvient alors de la galère noire qui s'était enfuie quand, sur le roc décharné qui se dresse dans la mer, le sort du combat avait tourné contre les monstruosités aux formes de crapauds. En pensant à cela, Carter tituba au milieu de son escorte de cauchemars, quand retentit subitement, dans l'immensité de cette salle faiblement éclairée, l'horrible sonnerie d'une trompette démoniaque. Par 3 fois, éclata l'horrible cri d'airain. Et quand, dans une sorte de ricanement, se furent évanouis les échos du dernier cri, Randolph Carter s'aperçut qu'il était seul. Pourquoi et comment les vampires et les maigres bêtes de la nuit avaient-ils été ravis à sa vue? Ce n'était pas à lui de le deviner. Tout ce qu'il savait, c'est que présentement, il se retrouvait seul. Et quels que fussent les puissances invisibles qui sournoisement se cachaient autour de lui, elle n'appartenait pas au monde bien connu des rêves de la Terre. Une nouvelle sonnerie retentit à l'extrémité de la pièce. C'était un coup de trompette, se modulant sur un rythme précis, mais très éloigné des 3 rauques sonneries qui avaient dispersé son impétueuse cohorte. Dans cette sourde fanfare résonnait l'écho de toute la merveille et de toute la mélodie des rêves éthérés, car des visions exotiques d'une beauté inimaginable jaillissaient de chaque étrange accord et de chaque mystérieuse cadence. Des odeurs d'encens vinrent se marier aux notes dorées, et une grande lumière se leva, dont la couleur changeante obéissait à des cycles inconnus du spectre terrestre, et suivait, en occultes harmonies symphoniques, le rythme des trompettes. Des torches étincelèrent au loin, et le roulement d'un tambour vibra tout près, au cœur d'une attente frémissante.
des nuages d'encens et des brumes qui se levaient. Sortirent 2 colonnes d'esclaves noirs et gigantesques, vêtus de longs pagnes de soie iridescente. Sur leurs têtes étaient fixées de grandes torches de métal luisant ressemblant à des casques. Ces torches répandaient en fumeuses spirales le parfum de baume secret. Dans leurs mains droites, ils tenaient des baguettes de cristal dont les extrémités étaient sculptées en forme de chimère, tandis que leurs mains gauches serraient de longues et minces trompettes d'argent, dans lesquelles, chacun à leur tour, ils soufflaient. Aux poignets et aux chevilles, ils portaient des bracelets d'or. Et ils étaient entravés d'une chaîne d'or qui les obligeait à une démarche mesurée. Il était immédiatement évident qu'ils étaient de vrais noirs originaires du monde terrestre des rêves. Mais il était moins certain que leurs rites et leurs costumes fussent vraiment terrestres. Les colonnes s'arrêtèrent à 10 pieds de Carter, en même temps que chacun des hommes portait sa trompette à ses minces lèvres. Sauvage et extatique fut la sonnerie qui suivit, et plus sauvage encore, le cri qui juste après jaillit des sombres gorges, cri dont la stridence semblait naître d'un étrange artifice. Entre les 2 colonnes, séparées par un large espace, surgit alors une silhouette solitaire, une grande silhouette élancée, ayant ce jeune visage, propre aux antiques pharaons, et portant des robes prismatiques et un diadème d'or qui semblait luire comme d'une lumière intérieure. Cette royale silhouette s'approcha rapidement de Carter. Sa démarche orgueilleuse et ses traits élégants avaient la fascination d'un dieu sombre et d'un archange déchu, et ses paupières semblaient cacher les pétillements d'une humeur capricieuse. Cette silhouette parla, et dans sa voix grave passait la sauvage musique des courants du Léthé. Ok, j'ai peut-être fait un fail sur mes potards, vous jugez pas, d'accord, vous êtes gentil, merci beaucoup. Vous n'avez pas remarqué que la musique est coupée de manière brute, d'accord? Vous n'avez vraiment pas remarqué, d'accord? Si vous avez remarqué, vous n'avez pas remarqué. Bref. Randolph Carter. Vous êtes venu chez les grands anciens. Alors que la loi interdit aux hommes de les voir. Ces gardiens l'ont rapporté aux autres dieux tandis qu'ils grondaient, se bousculèrent absurdement au son de minces flûtes dans le vide ultime et noir où règne le sultan démoniaque, dont à voix haute,
Aucune lèvre n'ose prononcer le nom. Quand Barzaï le sage escalada Atheg-Kla pour voir les grands anciens danser et hurler au clair de lune au-dessus des nuages, il n'en revint jamais. Les autres dieux étaient là, et ils firent ce qui était prévu. Zénig d'Aphorat chercha à atteindre Kadat, la cité inconnue de l'immensité froide. Et son crâne orne maintenant l'anneau passé au petit doigt de celui dont je n'ai pas besoin de dire le nom. Vous, au contraire, Randolph Carter, vous avez bravé tous les dangers du monde terrestre des rêves, et vous brûlez encore de la flamme de la quête. Vous ne veniez pas en curieux, mais comme celui qui vient chercher son dû. Et vous n'avez jamais manqué de respect envers les dieux débonnaires de la terre. Ces dieux vous ont pourtant interdit la merveilleuse cité du soleil couchant de vos rêves. Et ils ne l'ont fait qu'à cause de leur propre petite convoitise. Car en vérité, ils désiraient ardemment posséder la douceur magique de ce que votre imagination avait façonné. Et ils avaient juré que dès lors, aucun autre lieu ne serait leur demeure. Ils ont quitté leur château qui dominait Kadat, la cité inconnue, pour aller habiter dans votre merveilleuse cité. Tout au long du jour, ils s'amusent dans ces palais de marbre. Et quand se couche le soleil, ils sortent dans les jardins parfumés pour contempler la gloire du couchant sur les temples et les colonnades, les ponts voûtés et les bassins d'argent des fontaines, les rues larges bordées d'urnes pleines de fleurs et de rangées brillantes de statues d'ivoire. Quand la lune vient, ils grimpent dans la rosée, sur les hautes terrasses, et s'assoient sur des bancs de porphyre sculptés pour scruter les étoiles, ou s'appuient sur les pâles balustrades pour regarder au nord la ville et les pentes abruptes, où une à une, dans les vieux pignons pointus, s'allument doucement les calmes lumières jaunes des petites fenêtres. Les dieux aiment votre merveilleuse cité et se sont écartés des voies des dieux. Ils ont oublié les hauts lieux de la terre et les montagnes que connut leur jeunesse. La terre n'a plus aucun dieu qui soit vraiment un dieu. Et seuls les autres dieux de l'espace extérieur ont une influence sur Kadat oublié. Les grands anciens, étourdis, jouent très loin, dans une vallée appartenant à votre propre enfance. Vous avez trop bien rêvé, ô sage archirêveur. Car les dieux du rêve, vous les avez enlevés au monde de toutes les visions des hommes pour les amener dans celui qui est entièrement vôtre. Et vous avez bâti, à partir des petites rêveries de votre enfance, une cité plus belle que toutes les cités fantômes qui ont existé auparavant. Il n'est pas bon que les dieux de la terre abandonnent leur trône à l'araignée
pour qu'elle y tisse sa toile, et leur royaume aux autres dieux pour qu'ils les gouvernent à leur sombre manière. À vous, Randolph Carter, qui les avez dérangés, les puissances du dehors enverraient volontiers l'horreur et le chaos. Si elles ne savaient que vous seuls pouvez renvoyer les dieux à leur monde. Aucune puissance des ultimes ténèbres ne peut s'aventurer dans ce monde du rêve à demi éveillé, qui est le vôtre. Vous seul, avec diplomatie, pouvez chasser de votre merveilleuse cité du soleil couchant les grands anciens égoïstes et les renvoyer à travers le crépuscule nordique vers cette demeure qui les attend dans l'immensité froide au sommet de Kadat, la cité inconnue. Aussi, Randolph Carter, je vous épargne au nom des autres dieux et vous condamne à me servir. Je vous condamne à rechercher cette cité du soleil couchant qui est vôtre, et à en chasser les dieux somnolents et paresseux qu'attend le monde du rêve. Cette fanfare de trompettes célestes, cet éblouissement de symboles immortels, ce mystère dont la situation et la signification vous ont hanté à travers les espaces de la veille et les gouffres du rêve, et vous ont tourmenté du rappel des souvenirs perdus et de la douleur des choses disparues, ne sont pas difficiles à trouver. Les reliques et les symboles de vos jours de vision merveilleuse ne sont pas difficiles à retrouver. Car en vérité, ils ne sont que la gemme éternellement fixe où toute merveille étincelle, cristallisée pour éclairer votre sentier du soir. Randolph Carter, contemplez! Contemplez. Ce n'est pas au-delà de mers ignorées, mais dans votre passé bien connu que vous devez poursuivre votre quête. Dans un retour aux étranges illuminations de l'enfance et aux visions inondées de soleil et de magie que les vieux paysages apportaient à de jeunes yeux grands ouverts. Sachez que votre merveilleuse cité d'or et de marbre n'est que la somme de ce que vous avez vu et aimé dans votre jeunesse. C'est à flanc de coteaux, la gloire des toits de Boston et des fenêtres orientées à l'ouest, enflammées par le soleil couchant. De Common, parfumé par les fleurs, et du grand dôme sur la colline, et de l'enchevêtrement des pignons et des cheminées dans la vallée violette où coule paresseusement le Charles, enjambé par de nombreux ponts. Vous avez vu ces lieux, Randolph Carter, quand pour la première fois, votre nourrice vous sortit au printemps dans votre poussette. Et ce seront les derniers lieux que vous verrez avec les yeux de la mémoire et de l'amour. Il y a l'antique Salem,
chargée d'années. Et la spectrale Marblehead, étalant ses abîmes rocheux dans les siècles passés, la gloire des tours et des spires de Salem, aperçue au loin depuis les pâturages de Marblehead, et par-dessus le port, se détachant sur le soleil couchant. Il y a Providence. Curieuse et majestueuse sur ces 7 collines au-dessus du port bleu, Providence, avec ses terrasses de gazon s'élevant jusqu'au clocher et jusqu'aux citadelles d'une antiquité toujours vivante. Et Newport, grimpant comme un impontement à partir de son brise-lames de rêve. Là se dresse Arkham, avec ses toits moussus et branlants, avec ses prairies ondulantes et rocheuses. Et l'antédiluvienne Kingsport, blanchie par les âges, avec ses cheminées serrées, ses quais déserts, ses pignons en surplomb, la merveille de ses hautes falaises, et l'océan couvert de brumes laiteuses, où teintent des bouées. Vallon frais à Concorde, ruelle pavée à Portsmouth, courbe crépusculaire des rustiques dans le New Hampshire, où des ormes géants cachent à demi les murs blancs et les spirales délabrées de puits de ferme. Les entrepôts de sel à Gloucester et les saules agités par le vent à Truro. Les aperçus d'une lointaine ville en pente et de collines situées au-delà des collines, le long du rivage du nord, révèlent le silence de versants rocailleux et de cottages couverts de lierre, bâtis à l'abri des murs naturels dans l'arrière-pays du Rhode Island. L'odeur de la mer et les senteurs des champs. Le parfum des forêts sombres et la gaieté des jardins et des vergers à l'aube. Tout cela, Randolph Carter, constitue votre cité. C'est l'essentiel de vous-même. La Nouvelle-Angleterre vous a porté et a versé dans votre âme un charme impérissable. Cette beauté façonnée, cristallisée, polie par des années de souvenirs et de rêves, est l'essence même de la vision des merveilleuses terrasses baignées par d'insaisissables couchants. Pour découvrir ce parapet de marbre aux urnes curieuses et aux rampes sculptées, et pour descendre enfin les marches bordées de balustrades qui conduisent à la cité des grands places et des fontaines prismatiques, il vous suffit de retrouver les pensées et les visions de votre jeunesse assoiffée de rêves. Regardez. À travers cette fenêtre brillent les étoiles de la nuit éternelle. Elles scintillent encore maintenant au-dessus de ces paysages que vous avez connus et aimés. Elles boivent leur charme pour briller plus belles que jamais sur les jardins du rêve. C'est là que se trouve Antares. Il clignote en ce moment sur les toits de Tremont Street. Et vous pourriez le voir de votre fenêtre de Beacon Hill. Par-delà ces étoiles s'ouvrent les gouffres d'où m'ont envoyé mes maîtres absurdes. Vous pourrez aussi les traverser un jour. Mais si vous êtes sage, vous vous garderez de commettre une telle folie. Car parmi les mortels qui allaient
et retour ont fait ce voyage. Un seul est revenu sans voir son esprit marqué par les horreurs écrasantes et saisissantes du vide. Les terreurs et les blasphèmes se disputent l'espace, et les moins puissants sont les plus opiniâtres. Vous avez dû le constater, d'après la façon d'agir de ceux qui vous ont saisi pour vous livrer à moi. Alors que moi-même je n'avais aucun désir de vous condamner. Et vous aurez au contraire aidé, depuis longtemps, si je n'avais eu affaire ailleurs. Et si je n'avais été certain que vous trouveriez vous-même votre chemin. Fuyez donc les enfers extérieurs et fixez-vous dans les lieux calmes et tranquilles de votre jeunesse. Continuez votre quête de la cité mystérieuse et chassez-en les grands anciens paresseux pour les renvoyer avec diplomatie à ces paysages qui furent les témoins de leur propre jeunesse et qui attendent impatiemment leur retour. Plus facile que celui de la mémoire incertaine est le chemin que je vous préparerai. Regardez. Voici venir un monstrueux Shantak, conduit par un esclave qui a été rendu invisible pour la paix de votre âme. Montez ce Shantak et soyez prêts. Bon, Yogash le Noir vous aidera à vous maintenir sur l'horrible bête squameuse. Dirigez-vous vers cette étoile très brillante que vous voyez juste au-dessus du zénith. C'est Vega. Et dans 2 heures, vous survolerez la terrasse de votre cité du soleil couchant. Allez dans la direction de cette étoile, jusqu'à ce que vous entendiez un chant lointain dans les terres. Au-delà se cache la folie. Aussi, stoppez votre Shantak dès que vous entendrez la première note de ce chant fascinant. Retournerez-vous alors vers la terre, et vous verrez briller sur le toit sacré du temple les flammes immortelles de l'autel d'Iredna. Ce temple se dresse dans votre cité du soleil couchant. Aussi, dirigez-vous vers lui avant de vous laisser séduire par le chant et de vous perdre. Quand vous parviendrez près de la cité, mettez-vous à la recherche du haut parapet d'où autrefois vous examiniez la splendeur du couchant et aiguillonnez le Shantak jusqu'à ce qu'il hurle. Son cri, les grands anciens assis sur leur terrasse parfumée l'entendront et le comprendront. Et ils seront envahis par un tel mal du pays que toutes les merveilles de votre cité ne les consoleront pas de la pente de l'austère château de Kadat et du diadème d'étoiles éternelles qui le couronne. Et bonsoir, Cartasté. Et bienvenue le raid. Pour cette suite et fin très épique d'À la recherche de Kadat. Bonne écoute. Et merci pour ton raid. J'espère que ton live s'est bien passé. Des soupis. Vous devrez alors atterrir avec le Shantak au milieu d'eux et leur laisser toucher l'oiseau puant à tête de cheval.
en leur parlant de Kadat, la cité inconnue que vous aurez quittée si peu de temps auparavant, en leur expliquant combien sont à la fois sombres et belles ces immenses salles où ils avaient autrefois coutume de s'ébattre et de se divertir avec surnaturel. Le Shantak leur parlera à la façon des Shantak, mais il n'aura d'autre moyen de persuasion que le rappel des jours anciens. Parlez inlassablement aux grands anciens émerveillés de leur demeure et de leur jeunesse, jusqu'à ce qu'enfin ils se mettent à pleurer et vous demandent de leur indiquer le chemin du retour qu'ils ont oublié. Vous pourrez alors vous séparer du Shantak et le lancer dans le ciel en poussant le cri d'appel de sa race. Les grands anciens, en entendant ce cri, s'élanceront, pleins d'une ancienne joie, à la suite de l'ignoble oiseau, à travers les gouffres profonds de l'espace, vers les tours et les dômes familiers de Kadat. La merveilleuse cité du soleil couchant sera alors à jamais vôtre pour que vous l'entreteniez et l'habitiez pour toujours. Une fois de plus, les dieux de la terre régiront les rêves des hommes depuis leur siège habituel. Partez maintenant. La fenêtre est ouverte et les étoiles vous attendent dehors. Déjà votre Shantak souffle et ricagne ta patience. Dirigez-vous dans la nuit vers Vega, mais retournez-vous dès que vous entendrez le chant fascinant et trompeur. N'oubliez pas cette recommandation de peur que les horreurs indicibles ne vous attirent dans des gouffres de folie terrifiantes. Souvenez-vous des autres dieux, qui sont grands, absurdes et inexorables, et qui se cachent dans les vides extérieurs. Ce sont vraiment des dieux à éviter. Aïe! Ah, Shantanig! Vous êtes libre! Renvoyez les dieux de la terre à leur demeure au-dessus de Kadat, la cité inconnue, et priez l'espace de ne jamais me rencontrer sous l'une de mes 1000 autres formes. Adieu, Randolph Carter! Et prenez garde, car je suis Nyarlathotep, le chaos rampant. Monté sur son hideux Shantak, Randolph Carter, haletant et suffocant, s'envola en hurlant dans l'espace, vers la froide lumière bleue de Vega, l'étoile boréale. Il se retourna une fois pour regarder la masse et le chaos des tourelles de ce cauchemar d'Onyx au sein duquel brillait encore la solitaire et blême lueur de cette fenêtre ouverte bien plus haut que l'air et que les nuages du monde terrestre des rêves. De grandes horreurs aux formes de polypes glissaient hors d'atteinte dans le noir et d'invisibles chauves-souris battaient nombreuses autour de lui. Mais il se cramponnait à la normale crinière du répugnant oiseau à tête de cheval. Les étoiles dansaient ironiquement, et de temps en temps semblaient presque se changer en pâle signe du destin, signe dont il aurait pu s'étonner si jamais auparavant il ne les avait vus et craints, tandis que, éternels, les vents inférieurs hurlaient dans les vagues ténèbres et la solitude qui s'étend au-delà du cosmos. Il y eut, soudain, dans la voûte scintillante, un silence avertisseur, et tous les vents
et toutes les horreurs s'enfuirent avant l'aube. Par vagues tremblantes, apparurent comme jetées par des poignées des nébuleuses dorées, nimbées d'une lueur magique. Et alors s'éleva, à la timide impression d'une très lointaine mélodie, dont les faibles accords bourdonnants étaient absolument étrangers à notre propre univers stellaire. Cette musique, devenant plus audible, le Shantak dressa les oreilles et plongea en avant, tandis que Carter se concentrait pour saisir chacun des accords merveilleux. C'était un chant, mais un chant qui ne jaillissait d'aucune bouche. C'était le chant de la nuit et des sphères, un chant qui était déjà ancien quand l'espace, Nyarlathotep et les autres dieux furent créés. Le Shantak vola plus vite et son cavalier se concentra plus profondément, enivré par la merveille jaillie des gouffres étranges, tourbillonnant dans les spires de cristal du monde extérieur et magique. Carter se souvint alors, mais trop tard, de l'avertissement du démon, de la sardonique mise en garde, du légat diabolique qui lui avait recommandé de se méfier de la folie de ce chant. Ce n'était que pour se moquer que Nyarlathotep avait indiqué le chemin du salut et de la merveilleuse cité. Ce n'était que pour railler que le noir messager avait révélé le secret de ces dieux paresseux qu'il pourrait facilement ramener chez eux quand il le voudrait. Les seuls dons que Nyarlathotep ait faits aux présomptueux étaient la folie et la sauvage vengeance du vide. Carter essaya frénétiquement de faire tourner sa répugnante monture. Mais le Shantak ricanant précipita sa course impétueuse et battant de ses grandes ailes glissantes avec une joie maligne, se dirigea tout droit vers ces gouffres interdits qu'aucun rêve n'a jamais atteints, vers cet ultime abîme d'Azathoth, le sultan des démons, dont aucune lèvre n'ose prononcer le nom à voix haute. Obéissant et fermement soumis aux ordres du légat des autres dieux, cet infernal oiseau plongea toujours plus avant, parmi la multitude des bêtes de proie et des bêtes informes qui se cachent dans les ténèbres et le vide troupeau de ces entités qui vont à la dérive et sans cesse tâtonnent et griffent, ignobles larves des autres dieux qui, comme eux, sont aveugles et dénuées d'esprit, bien qu'elles soient possédées de faim et de soif singulière. Ferme et inflexible, ricanant gaiement au même rythme que le chant de la nuit et des sphères qui s'étaient à présent transformées en rires hystériques, l'horrible monture écailleuse emportait toujours de l'avant son cavalier sans défense.
à la folle vitesse, franchissant l'extrême cercle et traversant les plus profonds abîmes, laissant derrière eux les étoiles et les royaumes de la matière. Ils se précipitaient comme des météores à travers l'informe, vers les cavités inconcevables et sombres qui s'ouvrent au-delà du temps et dans lesquelles se goinfre le vorace Azathoth, au milieu des battements sourds et insensés, d'abominables tambours et des faibles lamentations monotones d'exécrables flûtes. En avant, toujours en avant, à travers les gouffres hurlants et crépitants, remplis de bêtes obscures. Et soudain, Randolph Carter, le condamné, fut saisi par une image et une pensée réconfortante. Nyarlathotep avait trop bien expliqué sa moquerie et sa vengeance. Il avait fait se lever le souvenir de ce qu'aucun accès de terreur ne pourrait tout à fait effacer. La maison, la Nouvelle-Angleterre, Beacon Hill, le monde de l'éveil. Sachez que votre merveilleuse cité d'or et de marbre n'est que la somme de ce que vous avez aimé dans votre jeunesse. À flanc de coteaux, la gloire des toits de Boston et des fenêtres orientées à l'ouest, enflammées par le soleil couchant, de Common, parfumées par des fleurs, et du grand dôme sur la colline, et de l'enchevêtrement des pignons et des cheminées, dans la vallée violette où coule paresseusement le Charles, enjambé par de nombreux ponts. Cette beauté façonnée, cristallisée, polie par des années de souvenirs et de rêves, est l'essence même de la vision des merveilleuses terrasses baignées par d'insaisissables couchants. Pour découvrir ce parapet de marbre aux urnes curieuses et aux rampes sculptées, et pour descendre enfin les marches bordées de balustrades qui conduisent à la cité des grandes places et des fontaines prismatiques. Il vous suffit de retrouver les pensées et les visions de votre jeunesse assoiffée de rêves. En avant, toujours en avant. Jeté vertigeusement en avant vers l'ultime sentence à travers les ténèbres où d'aveugles tentacules griffaient, où des groins visqueux s'entrechoquaient et où des bêtes innommables ricanaient, sans cesse ricanaient. Mais la pensée et l'image étaient venues. Et Randolph Carter savait maintenant qu'il rêvait, qu'il ne faisait que rêver. Et que quelque part, dans l'arrière-plan, gisait encore le monde de l'éveil et la cité de son enfance. Le souvenir des paroles de Nyarlathotep remonta. Il vous suffit de retrouver les pensées et les visions de votre jeunesse, assoiffées de rêves. Retournez, retournez, par tous les ténèbres. Mais Randolph Carter pouvait revenir en arrière. Malgré l'épaisseur du tourbillonnant cauchemar qui emprisonnait ses sens, Randolph Carter pouvait se mouvoir
et revenir. Il pouvait se mouvoir, et s'il le voulait, sauter à bas de l'infernal Shantak, qui, obéissant aux ordres de Nyarlathotep, l'emportait sans défense vers sa condamnation. Il pouvait sauter et affronter ces profondeurs de nuit qui interminablement béaient au-dessous de lui. Ces profondeurs de peur, dont les horreurs ne pouvaient cependant dépasser l'indicible sentence qui, en attendant, se cachait au cœur du chaos. Il pouvait se mouvoir, revenir et sauter. Il le pouvait. Il le voulait. Il le voulait. Il le voulait. Prêt à tout risquer, le rêveur condamné sauta à bas de l'énorme abomination à tête de cheval. Et il tomba à travers le vide sans fin, plein de ténèbres vivantes. Des éternités tournoyèrent. Des univers moururent et renaquirent. Des étoiles se transformèrent en nébuleuses. Des nébuleuses en étoiles. Et Randolph Carter continua à tomber à travers ces vides infinis remplis de ténèbres vivantes. Dans la marche lente et rampante de l'éternité, le dernier cycle du cosmos se baratta lui-même en un autre avatar passager. Et toutes choses redevinrent ce qu'elles avaient été d'incalculables kalpas auparavant. La matière et la lumière étaient nées de nouveau, telles qu'autrefois l'espace les avait connues. Les comètes, les soleils et les mondes s'élancèrent, flamboyant dans la vie, sans que rien ne survécût pour dire qu'ils avaient existé et avaient disparu. Toujours et toujours sans commencement ni fin. Il y eut de nouveau un firmament. Il y eut de nouveau le vent et l'éclat d'une lumière pourpre dans les yeux du dormeur qui continuait à tomber. Il y eut des dieux, des présences et des désirs. Il y eut la beauté et la laideur et le rire de la nuit vorace à laquelle on avait volé sa proie, parce qu'au sein du cycle ultime et inconnu avaient survécu les pensées et les visions de l'enfance d'un rêveur. Maintenant, pour incarner et justifier tout cela, un monde de l'éveil et une vieille cité chérie re-existaient. Sengak, le gaz violet, avait indiqué la route conduisant hors du vide, et l'immémoriable Nodens, depuis d'inimaginables profondeurs, avait soufflé ses conseils. Les étoiles s'élevèrent à l'aube, et les ombres éclatèrent dans les fontaines d'or, de carmin et de pourpre. Le rêveur continuait de tomber. Des cris déchirèrent l'éther à l'instant où les premiers rayons de lumière chassaient les démons. Et le vieux Nodens, blanchi par les âges, poussa un hurlement de triomphe quand Nyarlathotep, tout près de sa proie, s'arrêta, décontenancé par un étincelant rayon qui transforma en un nuage de poussière grise ces horribles corps informes lancés à la poursuite de Carter. Ce dernier avait enfin descendu les larges escaliers de marbre qui conduisaient à sa merveilleuse cité. Car en vérité,
il était revenu dans le beau pays de la Nouvelle-Angleterre. Son pays. Les accords vocaux, des myriades de sifflements du matin, les grands rayons éblouissants de l'aube, reflétés sur les vitres pourpres par le grand dôme doré de State House, réveilleront brusquement Randolph Carter, qui, dans sa chambre de Boston, sauta en criant à bas de son lit. Dans des jardins secrets, les oiseaux chantèrent, et le parfum des treilles s'éleva des tonnelles que son grand-père avait plantées. La beauté et la lumière s'épanouirent sur le classique manteau de la cheminée, sur la corniche sculptée et sur les murs ornés de figures grotesques. Tandis qu'un chat noir et luisant, sortant d'un sommeil d'outre-terre qu'avait troublé le saut et le cri de son maître, se levait en bâillant. Une multitude d'immensités plus loin, par-delà la porte du profond sommeil, le bois enchanté, la terre des jardins, la mer sérénérienne et les frontières crépusculaires d'Inquanok. Nyarlathotep, le chaos rampant, siégeait, menaçant dans le château d'Onyx, qui au sein de l'immensité froide se dresse au-dessus de Kadat, la cité inconnue, et invectivait insolemment les débonnaires dieux de la terre qu'il avait violemment arrachés à leur divertissement dans les palais parfumés de la merveilleuse cité du soleil couchant. Et voilà la fin de ce cycle du rêve, braves gens. Yippee! Salut, c'est Nyarla. Ça farte?